Notre prochaine invitée, c'est Mme Rachel Bégin, qui est directrice générale du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Mme Bégin, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Ça va bien? Ça va bien, vous-même? Oui, merci. Occupé? Très occupé. Oui? Vous avez des gros dossiers? On a beaucoup de gros dossiers, en effet. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous voulez clarifier certaines choses par rapport au projet de fermeture de l'école de Sainte-Apolline. C'est une décision du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. On sait que, bon, les règles ont changé par rapport à, et on va pouvoir en parler, là, les règles ont changé depuis le mois de janvier. On sait que la semaine dernière, il y a eu une séance de consultation, une assemblée publique à Sainte-Apolline. Maintenant, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que la décision de fermer l'école de Sainte-Apolline est encore aujourd'hui ce qu'on pense encore à fermer l'école après toutes les demandes et les rencontres qu'on a eues avec la municipalité et ses citoyens? En fait, cette décision-là relève du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Donc, ça ne relève pas de la directrice générale ou de l'équipe de la direction générale, mais bien du conseil d'administration. Nous, notre rôle comme direction générale, c'est de conseiller, d'alimenter, d'informer notre conseil d'administration en leur donnant toutes les données possibles pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée à ce sujet-là notamment. Donc, ce qu'on a évalué, ce qu'on a analysé, nous amène à la conclusion qu'il faudrait recommander la fermeture de l'école de Sainte-Apolline pour des raisons d'équité des services éducatifs, des raisons de diplomation et de qualification, des raisons de pénurie de main-d'œuvre et un enjeu financier, mais qui n'est pas le seul, vous voyez, je le nomme en quatrième, plutôt en lien avec l'équité des services éducatifs dans notre centre de services scolaires. Donc, ce n'est pas seulement un élément qui nous amène à recommander la fermeture, mais plusieurs éléments mis ensemble font en sorte qu'on recommande au conseil d'administration la fermeture. Bon, alors ce que je comprends, c'est que aujourd'hui, on est mardi le 8 avril, c'est encore dans les cartons de fermer l'école. On en est encore là, mais la décision, juste d'aller recommander la fermeture au conseil d'administration, donc c'est encore ça. Présentement, c'est la recommandation qu'on a. Oui. Maintenant, si on les prend point par point, Mme Bégin, c'est que les règles ont changé. À partir de 2024 versus 2025. Et en janvier, les règles ont changé. Un seuil de 20 élèves minimum a été introduit en janvier 2025, alors que c'était moins que ça en 2024. Qu'est-ce qui fait que les règles ont changé? Pourquoi les règles ont changé? En fait, notre base de décision, c'est notre politique de maintien et de fermeture. Donc, les règles n'ont pas changé parce que notre politique n'a pas changé. Notre politique est toujours la même, elle date de plusieurs années et il y a très, très peu de chiffres dans cette politique-là. La raison est simple, c'est que les paramètres budgétaires du ministère de l'Éducation nous sont proposés, nous sont prescrits plutôt, à chaque année. Donc, à chaque année, selon un paquet de facteurs, on reçoit nos paramètres budgétaires. Où il y a une incompréhension ou l'incompréhension, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais où on parle de règles qui changent, c'est qu'il y a deux choses importantes. Pour qu'un groupe soit reconnu pour avoir du financement, ça prend 6 élèves dans le groupe. Donc, par exemple, présentement, à Sainte-Apolline, il y a une classe dans laquelle il y a 5 élèves. Donc, cette année, même si il y a 5 élèves et que le groupe n'est pas financé, donc le centre de services scolaires ne reçoit aucune somme d'argent pour ces 5 élèves-là, l'école n'est pas fermée parce que notre politique prévoit une période de transition. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est cette année, vous êtes en transition, donc vous êtes en voie de fermeture pour l'an prochain. Et la règle est ainsi, 6, on n'est pas financé pour le groupe, mais au final, pour être capable d'assumer les services éducatifs de base, un enseignant par classe, des spécialistes en éducation physique, en anglais, en arts, ça prend 20 élèves dans l'école. Et là, il y en a 17. Et là, il y en a 17 pour l'an prochain.
Il y en a 18 cette année, puis il y en a 17 pour l'an prochain. Donc, on est en diminution. Et l'année de transition, elle sert au milieu pour leur dire, là, attention, l'an prochain, vous êtes en risque de fermeture. OK. Donc, mais tous ces chiffres-là sont pas écrits dans la politique. Est-ce que tout ça vient oui. du montant que vous deviez aller chercher, là, tout près d'1 million, là, pour les coupures du ministère de l'Éducation? Est-ce que c'est rattaché? Est-ce que ça... non? Aucun lien. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en 2024, c'était l'année qu'on annonçait que 2025, si on n'avait pas plus d'élèves, l'école, les gens étaient déjà informés que l'école devrait fermer en 2025 si on ne réussissait pas à avoir 20 élèves. À augmenter le nombre d'élèves parce qu'on ne connaissait pas les paramètres budgétaires. Parfait. Mais à partir du moment où on dit, là, attention, vous êtes à risque d'être fermé, donc le message qu'on envoie au milieu, c'est il faut que vous vous preniez en main, il faut que vous fassiez quelque chose. Puis on le voit dans d'autres milieux où les gens, avant même d'être mis en transition, ils se mettent ils nous contactent. Et nous, là, ça s'en vient-tu? On a une idée. Est-ce qu'on peut vous en parler? On le vit présentement à Saint-Just-de-Bretonnière. On a eu un appel aussi de l'école de Saint-Philémon. Donc, les conseils municipaux, les conseils d'établissement nous communiquent en amont qu'on les mette en transition à certaines occasions. Là, j'en ai 2 là, de contemporainement. Bon. Puis la transition, je peux me permettre, pour Sainte-Apolline, depuis 2015, qu'on les met en transition, on ne ferme pas, on les remet en transition, on laisse l'école ouverte. Donc, ça fait 10 ans qu'ils sont dans cette réalité-là de « c'est dangereux, attention, la transition, une autre transition ». Et l'école a toujours été ouverte. Bon, évidemment, il y a eu la COVID à travers tout ça, il y a eu d'autres éléments, mais depuis 2015 qu'on parle d'école en transition à Sainte-Apolline. Madame Bégin, j'ai reçu le maire de Sainte-Apolline, M. Gagné, qui me disait que, et dans le communiqué de presse aussi qui a été mis à cet effet-là, que les prévisions qui montrent une stabilité démographique à long terme avec une hausse prévue pour 2026-2027 avec un minimum de 25 élèves. Là, on dit, oui, OK, là, c'est 17 pour la prochaine année, mais en 2026-2027, on va avoir 25 élèves. Alors, le maire, la municipalité dit, est-ce qu'on peut compenser pour le montant, le manque à gagner? Vous répondez quoi à ça? Parce que là, on risque de fermer une école qui, dans un an, donc si je prends votre façon de voir la façon d'opérer, c'est que vous êtes toujours une année en avance. Donc, ça veut dire que 2026-2027, on va avoir 25 élèves. Est-ce qu'il n'est pas permis de croire qu'on pourrait avoir un autre sursis? En fait, ces chiffres-là de prévision sont une prévision du bassin de clientèle possible. Par exemple, de Sainte-Apolline. Je vous donne deux exemples. Dans l'instruction publique, dans la loi sur l'instruction publique, les parents ont le choix de l'école qu'ils veulent que leur enfant fréquente. Donc, nous, comme centre de service scolaire, si on a une demande, par exemple, pour venir à l'école Beaubien à Montmagny, qu'on a de la place, que le parent soit sauf pour faire le transport parce qu'on n'ajoutera pas un transport, ou qu'il y a un transport déjà qui se fait et qu'il y a des places vacantes, le parent en bénéficie, je peux pas dire non. Le parent a le choix d'aller à l'école de son choix quand il y a de la place. Ce qu'on comprend aussi, là. Oui. Et il y a aussi à Sainte-Apolline une réalité où on a des familles qui font le choix de faire l'école à la maison. Donc, ces enfants-là ne viennent pas à l'école. Ils sont scolarisés à domicile. Il y en a quand même quelques familles au Québec là, qui sont scolarisées à la maison. Donc, ils sont Et c'est accepté par le ministère? Absolument. Et c'est encadré par le ministère. Les parents doivent rendre compte au centre de service scolaire, les apprentissages qu'ils font. Rendus au secondaire, les enfants passent les examens du ministère. Donc, oui, il y a un encadrement quand même important. Puis dans notre centre de service scolaire, on en a quand même quelques-uns qui font l'école à la maison. À Sainte-Apolline, on en a. Okay. Donc, c'est quand même une donne importante. Oui, vous nous apprenez ça aujourd'hui, oui. Dans les 26, il y en a qui font l'école à la maison. Et il y en a qui, par choix, choisissent de ne pas aller à Sainte-Apolline, ou plutôt, je devrais dire, choisissent d'aller à une autre école. Alors, même si les prévisions sont de 26, nous, quand on regarde ces enfants-là, bien, on dit, ouais, mais lui,
il est à la maison. Donc, il ne sera pas là. On en a 3 ou 4 qui sont à la maison. Et on n'arrive pas à avoir des paires de pattes dans l'école qui sont à la hauteur de nos prévisions en raison de ces chiffres-là. Quand on fait des prévisions d'une école de 300 élèves, par exemple, bien là, on peut avoir un petit jeu entre 290 et 310. Mais c'est sûr que quand on arrive dans des petits milieux, puis que là, on dit, bien là, la prévision est de 25, mais si j'enlève les enfants qui sont scolarisés à la maison, plus ceux qui choisissent, bien, on retombe facilement en dessous du 20. La municipalité vous a offert de combler le manque à gagner au niveau financier. Vous en pensez quoi de ça? En fait, le centre de services scolaires, on s'est positionné parce que dans la loi sur l'instruction publique, bon, c'est mentionné qu'un centre de services scolaires ou un conseil d'établissement peut recevoir des sommes pour contribuer à différentes missions de l'école. Par exemple, la cour d'école, une école secondaire voudrait construire ou rénover un café étudiant, donc on pourrait avoir une contribution d'un privé ou d'une municipalité pour faire ces choses-là. Quand on parle de services éducatifs de base, on dit dans la loi sur l'instruction publique que c'est sensible au niveau politique et au niveau aussi éthique. Parce que là, on vient dire, bien, si je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, on pourrait avoir une école qui est très, très, très privilégiée en raison des donateurs privés. Donc, notre fournisseur financier pour un centre de services scolaires, c'est le ministère de l'Éducation. Le Québec s'est doté d'un système d'éducation public. Le financement est public. Et le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud ne souhaite pas aller vers un financement public, privé, parapublic, en raison de l'équité aussi dans les services offerts. Vous parlez du politique. Oui. Est-ce que le politique peut s'impliquer dans ce dossier-là? Est-ce que, M. Drainville, qui est le ministre de l'Éducation, et le ministre de Chaudière-Appalaches, dont on fait partie, est-ce que M. Drainville pourrait renverser la décision? Est-ce qu'il pourrait vous faire un chèque pour garder? Parce qu'on voit, et c'est pas Michel Montminy qui le dit, là, mais on voit que les projections qui sont mises sur la table sont positives. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut s'impliquer là-dedans? Est-ce que M. Rivet peut s'impliquer là-dedans? Ou c'est vraiment une décision qui est prise à l'intérieur du centre de services scolaires et son conseil d'administration? Bien, dans la loi sur l'instruction publique, c'est le conseil d'administration qui en est responsable. Moi, j'ai jamais entendu que le ministre allait financer une partie d'un manque à gagner pour maintenir une école. Puis comme je vous dis, je trouve ça important de le redire parce que ce sont des faits importants. La décision ne repose pas uniquement sur du financier. Ouais. La décision repose sur l'équité de services éducatifs. Les critères aussi. Notre politique, hein, on se dote de politique. Donc, si on a des textes qui nous gouvernent, qui ont été adoptés par le Conseil des commissaires dans le temps, par le Conseil d'administration, qui ont été sous consultation de toutes nos instances au centre de service, bien, on doit s'y fier. Hein? Ça a été fait avec du sérieux, là, ces politiques-là. Mais, donc, il y a les politiques. L'équité des services aussi, on est en pénurie de main-d'œuvre. Les enseignantes que j'ai présentement à Sainte-Apolline pourraient donner du service éducatif à 40 enfants au lieu de 17. Donc, en termes d'équité de service, puis vous savez comme moi qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, donc les autres écoles aussi qui n'ont pas d'enseignantes qualifiées, nous, notre rôle aussi, c'est de voir à l'ensemble des services éducatifs du centre de services. Madame Bégin, on va faire une courte pause. Oui. On vous garde avec nous parce que je veux vraiment aller au fond de l'histoire pour justement bien faire comprendre à la population les enjeux. On a eu le maire Gagné. Oui. On a vous, Madame Bégin. Après ça, ce sera aux gens de se faire une idée, mais j'aimerais ça qu'on parle de la soirée de consultation de la semaine dernière. Avec plaisir. Alors, on s'arrête quelques instants et Mme Rachel Bégin, qui est directrice générale du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, reste avec nous pour encore une dizaine de minutes. Je vous rappelle que notre invitée, c'est Mme Rachel Bégin, qui est directrice générale du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Mme Bégin, il nous reste 10 minutes. On y va. Et on va y aller parce que j'ai quand même plusieurs points à toucher avec vous. On parle de manque de transparence et de communication vers le centre de services scolaires. Bon, on dit que les règles ont changé, puis
c'est quoi? Est-ce qu'il y a un manque est-ce qu'il y a eu de la part du centre de services scolaires un manque de transparence et de communication? Parce que c'est quand même un dossier là important. On sait le sud de notre MRC est affecté par les gens qui se rapprochent des grands centres. Est-ce qu'il y a manqué est-ce que le centre de services scolaires peut dire aujourd'hui qu'il y a peut-être eu un manque de communication de votre part? En fait, on a eu, si je refais l'historique depuis 1 an, on est allé rencontrer la population et les parents de Sainte-Apolline en avril 24 pour la mise en transition, ce dont je parlais tout à l'heure, et en leur disant, là, vous devez maintenant vous mettre en action pour tenter d'augmenter votre nombre d'élèves. Contactez-nous si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez échanger avec nous. On a eu un premier appel de la part de la municipalité au début du mois de décembre pour nous poser des questions, à savoir, bon, comment on doit se gouverner, etc. On a fait une rencontre, la directrice générale adjointe a fait une rencontre au début janvier avec M. le maire, avec Mme la directrice générale. Suite à cette rencontre-là, on a fait une rencontre avec la directrice générale de la MRC, M. le préfet, M. le maire, la directrice générale adjointe et moi. Et ensuite de ça, là, il y a eu la consultation publique en avril. Et les gens de Sainte-Apolline sont venus à notre conseil d'administration en mars aussi, où ils ont pu poser des questions, parce que nos séances du conseil d'administration sont publiques. Donc, on a été en contact depuis la dernière année ensemble. Notre porte était ouverte. On a eu un premier appel en décembre, puis depuis ce temps, on est en contact quand même avec eux de façon régulière. Madame Bégin, oui. Vous m'avez dit juste avant la pause là, que la décision, c'est le conseil d'administration, mais que vous alliez proposer, avec les chiffres que vous avez émis tout à l'heure, que vous alliez aller de l'avant. Pourquoi avoir fait une soirée de consultation si déjà la décision est prise? En fait, la décision n'est pas prise. Ça, je trouve ça important de le rappeler. La décision va se prendre le 29 avril. Mais il y a recommandation pour fermer l'école. Exact. C'est vers ça qu'on s'en va. Oui. OK. Bien, c'est la recommandation qu'on va faire. La loi sur l'instruction publique prévoit que le centre de services scolaires doit faire une consultation publique lorsqu'il y a changement des services éducatifs ou fermeture d'une école. Donc, quand on fait une soirée d'assemblée publique, oui, c'est dans le cadre de la loi, mais ça donne aussi l'occasion à la personne qui occupe la présidence et à un autre parent, parce que ça aussi, c'est dans la loi, doivent être présents à la soirée de consultation publique, la présidence du CA et un autre parent. Donc, c'est 2 parents. Et notre présidente l'a très bien dit, qu'elle était là à titre de parent. Elle est parent, elle aussi. Puis c'est le rôle du CA d'aller entendre les gens. Parce que le CA n'a pas à entendre que nous. Donc, il se déplace pour aller entendre la population. Puis, je peux vous dire qu'on les a bien entendus, M. Montminy. On a été là, présents pour répondre à leurs questions de 7 heures le soir à 10 heures le soir. Donc, 3 heures de questions, de commentaires. On a accueilli tout ça. Donc, les gens ont eu l'occasion de poser leurs questions, de s'exprimer. Et les 2 membres du conseil d'administration ont reçu cette information-là directement de la population. Donc, c'est important, les séances de consultation publique. Maintenant, sûrement, là, parce que vous êtes quand même directrice générale, vous êtes consciente que fermer une école, c'est l'âme, une école, c'est l'âme d'une municipalité. C'est le cas de Sainte-Apolline. Comment, et je répète, là, vous êtes directrice générale, mais c'est pas vous, et vous l'avez dit, c'est pas vous qui prenez la décision, mais vous êtes directrice du centre de services scolaires, fait que je me permets de vous poser la question. Oui. Le fait d'enlever l'école, de fermer l'école, qui est l'âme d'une municipalité, comment vous recevez ça? Comment vous vous sentez là-dedans? Parce que vous êtes, c'est vous qui allez proposer, et vous l'avez mentionné au conseil d'administration, pour les chiffres qu'on a, que ça doit fermer. Et comment vous vivez ça, vous, Mme Bégin? Bien, je ne vous mentirai pas. Ce n'est pas des décisions faciles, là. Non, j'imagine. Ce sont des décisions très difficiles et c'est pour ça qu'on analyse de fond en comble la situation. On ne prend pas une décision comme ça sur un coup de tête, là. Vous parlez de dévitalisation du milieu. On en est conscient. Je me permets, par contre, de recadrer les rôles et responsabilités de chacun. Le rôle d'un centre de services scolaires, c'est d'offrir des services éducatifs de qualité.
Dans les services éducatifs, il y a notamment le volet de la socialisation qui est importante. Vous savez, aujourd'hui, on se dit tous citoyens du monde, hein? Donc socialiser, c'est important. Quand on est dans une classe avec 5 élèves, un seul élève en 6e année cette année qui arrive tout seul l'an prochain à l'école secondaire, ça nous questionne énormément sur le volet socialisé de notre mission éducative. Alors que le développement économique des régions, bien, ça appartient justement aux conseils municipaux, au MRC. On est partenaire là-dedans, mais les premiers acteurs du développement régional, ce ne sont pas les centres de services scolaires. Nous, on y contribue par notre formation professionnelle, les écoles, on qualifie, on diplôme des gens, etc. Mais est-ce que c'est une décision difficile à prendre? C'est certain que c'est pas facile. Mais on est dans ces postes-là parce qu'on a des décisions à prendre, parfois qui sont heureuses, parfois qui sont moins heureuses, mais on le fait toujours dans l'objectif de rendre de meilleurs services éducatifs à l'ensemble de notre population étudiante. Madame Bégin. Oui. Est-ce qu'on peut renverser d'ici, parce que la décision, vous l'avez dit, là, c'était à la fin d'avril, est-ce qu'on peut renverser cette décision-là ou il est trop tard? Il n'y a plus d'action qu'on peut porter ou déjà, puis vous l'avez dit, vous alliez le recommander, je l'ai mentionné plusieurs fois parce que vous l'avez mentionné, mais est-ce qu'on peut renverser cette décision-là? Est-ce qu'il y a encore des efforts qu'on peut faire pour renverser cette décision-là ou il faut s'attendre que c'est la dernière année scolaire à Sainte-Apolline? En fait, jusqu'au 29 avril, la décision n'est pas rendue. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Tout est encore possible. Bien, oui, dans la limite où on est capable de faire la démonstration qu'on accueillera plus d'élèves dans l'école de Sainte-Apolline en septembre. OK. C'est vraiment pour la prochaine année 25-26. Oui, okay. Oui, tout à fait. Mais la décision, c'est le 29 avril qu'elle va se prendre. Bon. C'est la prochaine et dernière étape ou est-ce qu'il y a d'autres étapes? Il y a une autre étape. Le 23 avril, on a un comité plénier. Donc ça, les comités pléniers, ça se fait dans plusieurs organismes. Il y a une gouvernance avec un conseil d'administration. On rencontre les gens. C'est pas une séance publique, là, évidemment. C'est une séance de travail où là, on donne vraiment toute l'information à l'ensemble des membres du conseil d'administration. Les 2 parents membres du conseil d'administration vont témoigner aussi de ce qu'ils ont entendu lors de l'assemblée publique. Et à partir de ça, bien, les gens du CA auront, on l'espère, toutes les informations pertinentes pour leur permettre de prendre une décision éclairée. Madame Bégin, merci d'avoir été avec nous puis nous avoir éclairé sur la situation. Puis on trouvait ça important. On a reçu le maire Gagné. On trouvait ça important avec vous aussi de savoir ou de connaître vraiment les faits qui vous obligent à prendre une telle décision. Alors maintenant, ben on va voir quelles sont les actions qui peuvent être encore prises pour sauver l'école de Sainte-Apolline. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Madame Rachel Bégin, directrice générale du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Ça complète, on s'arrête.